salue professeur Moutelcha, qui est un scientifique, et je lui rappellerai Bida, Jaune, l'école de la Vigerie, professeur Boussitsi, cette période qui a produit, alors que ce sont des écoles qui étaient classées, c'est pour détruire les Algériens qu'on les envoyait à l'école Tirmont, à l'école de la Vigerie. Moi, il y a un indicateur qu'on évite, et ça m'étonne que dans une association, on évite. C'est vrai, le taux de scolarisation, les budgets, c'est vrai. Mais tout ça, c'est dans un but, et c'est comme une machine. Il y a une production, en fin de compte. Que produit notre système scolaire, madame? Et il se reproduit dans le temps. L'illettrisme, on évite d'en parler, et je ne sais pas pourquoi. C'est quoi l'illettrisme? C'est très simple. Vous scolarisez, vous dépensez des budgets, mais votre produit final ne sait ni compter, ni lire, ni réfléchir. Le grave problème et l'évaluation dans le système, c'est l'illettrisme. D'ailleurs, les institutions internationales en parlent. Mais c'est étonnant, dans notre pays, on évite. Moi, je parle en médecine. L'illettrisme continue. C'est très grave ce qui se passe dans la formation de nos médecins. J'en souffre quotidiennement. Vous savez qu'en médecine, c'est une science exacte, quoi qu'on dise. Le nom, à titre d'exemple, le nom d'un médicament est construit et veut dire quelque chose et il vous oriente. Et le médecin, c'est un choix universel dans le sens où on parle de DCI, de dénomination commune internationale. Moi, je tombe à la renverse et j'ai peur. Quand on me dit que la physique qu'on apprend en Algérie n'est pas celle que l'on apprend aux Français. La physique, c'est des lois universelles auxquelles on doit se soumettre, qu'on soit algérien à Alger, ou à Tilimoun, ou à Genève, ou je ne sais quoi. Ceci est très important. Moi, j'aimerais aussi parler de la supercherie du langage qu'on utilise en Algérie, la recherche. Arrêtons de nous mentir. Ce qui est important, et je prends toujours l'exemple en médecine, il y a ce qu'on appelle la référence, c'est l'encyclopédie médico-chirurgicale, où on parle de mise à jour. Et nos étudiants, quelle que soit l'année de formation, ne peuvent pas y accéder parce que la médecine, ce sont des mises au point régulières. Ce n'est pas de la recherche comme si on allait chercher je ne sais quelle. Non, ce sont des mises à jour. Ils n'ont aucun contact avec les revues périodiques. Et là, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Ils ne maîtrisent pas la langue, madame. C'est la langue qui pose problème. Arrêtons de nous mentir. Si on dit non, il ne faut pas y toucher parce que c'est... Non, moi, c'est un instrument. Et dans mon travail, je recherche les meilleurs instruments. Dans la formation professionnelle, la médecine a un grand besoin de techniciens supérieurs. Je vous dis une chose. Pour mettre à jour des instruments qu'on utilise quotidiennement. Un tensiomètre, c'est ce qu'on utilise. Nous ne trouvons pas de techniciens pour mettre à jour. Oui, les gens, maintenant, on utilise des IRM, on utilise des scanners, on utilise une foultitude de matériel. Je vous mets au défi, la formation professionnelle en Algérie, et moi je parle de mon quotidien, la formation professionnelle en Algérie ne me forme pas ces gens. Je ne suis pas encore ministre. Non, c'est parce que vous êtes ministre ou qu'il y a un ex-premier ministre. Le problème, il n'est pas là. Débarrassons-nous de ça pour pouvoir parler des problèmes, comment les résoudre. Et ça, c'est important. Moi, j'aimerais rappeler le mot qu'a prononcé un homme politique étranger, qui a dit des chercheurs, il y en a. Mais ceux qui trouvent, on ne trouve pas. On cherche. Voilà, je vous remercie. Salam alaikum. Je me permets de me présenter, plutôt circuler. Je suis directeur technique et excellence opérationnelle dans une multinationale récemment installée en Algérie. Et on a posé la problématique de la relation de l'université avec le monde professionnel. Je vais vous raconter une expérience personnelle et de manière actuelle. Mon manager N+1 m'impose une formation au moins 3
ces formations, lorsqu'il y a ce qu'on appelle l'EADP, on détermine les objectifs à atteindre et ces quantités des formations est un prérequis pour l'atteinte des objectifs. Maintenant, le rôle de l'entreprise dans l'éducation globale, elle a un rôle primordial. C'est simple, c'est elle qui a besoin de compétences. Et si elle a besoin de compétences, elle doit apporter, c'est-à-dire financer. Merci beaucoup. C'est que ça. Si elle finance, on doit faire toutes les femmes. Salam alaikum. Il est plus bénéfique d'appliquer l'approche à contenu que l'approche à compétence. Parce que c'est un problème, il y a une incompatibilité entre cette approche qui est excellente, par excellence, et l'approche par contenu qui va avec la société algérienne. La société algérienne, c'est une société de zaouia. Donc il n'y a que le contenu qui peut l'aider. Bon, maintenant, parlons sérieusement. Pour que cette approche par compétence réussisse, il faut associer les gens compétents. Fatih de Chéki, je suis enseignant de physique depuis 25 ans. Actuellement, je suis directeur des études depuis 2 ans. Je souffre de cette incompétence de mes supérieurs. Si j'essaie de faire le bien, je suis sanctionné. J'ai eu des avertissements parce que j'ai essayé d'apporter un plus. Et ça dérange. Voilà grosso modo. Et je vais vous donner mes contributions par via Internet. Merci. Enseignant de physique, plus de 25 ans. Et des que des études. 2 interventions et on fait réagir le point. Salam alaikum. C'est Ben Bouali Youssef. Je suis agronome de formation et actuellement je suis consultant en création d'entreprise. Cela fait à peu près une douzaine d'années que j'essaie de m'intéresser à ce créneau-là. Bon, par rapport à la présentation qui a été faite par monsieur, que je trouve louable, je pense qu'on a oublié un petit point, c'est la situation des étudiants diplômés qui partent à l'étranger, leur place, leur situation actuellement à l'étranger. Moi je pense qu'il y a de très bons échos et j'en veux pour preuve, il y a des associations, à l'exemple, ou bien des initiatives, à l'exemple de l'initiative Algerian Startup et Maghreb Startup, qui essaient de canaliser des étudiants en fin de cursus, ici en Algérie même, pour les mettre en contact avec des entreprises américaines à Silicon Valley. Donc, si ces gens-là sont venus ici, c'est que quelque part, il doit y avoir une matière. Moi, je pense que, en résumant la dernière présentation, c'est-à-dire sur l'économie et l'emploi, et aujourd'hui sur l'éducation et l'innovation, les propositions qui ont été faites, on n'utilise même pas le « on », c'est-à-dire que c'est des propositions qui sont faites là, parachutées, même si c'est une critique, je veux qu'elle soit objective, dans le sens où je pense qu'il doit manquer un mécanisme qui puisse mettre à l'œuvre ces propositions-là. Quand je parle de mécanisme, actuellement, moi je pense que l'État se contente dans un outil qui fait que c'est l'État qui fait tout. C'est l'État qui finance, c'est l'État qui légifère, c'est l'État qui ordonne, et c'est l'État qui contrôle. Et à ma connaissance, de par les expériences faites dans pas mal de pays, je crois que l'État devrait un petit peu se décharger de certaines actions et mettre en place ou désigner des acteurs qui puissent participer sous forme d'une concertation élargie, que ce soit des partenaires sociaux ou des partenaires, on peut l'appeler comme on veut, et de sortir avec des propositions, avec une approche et bien sûr avec une projection et définir l'objectif. Voilà, moi je pense que c'est ça le problème. Voilà, je vous remercie. On donne une dernière intervention, on fait réagir le panel. Ça va. Je dirais simplement que je suis fonctionnaire au service
n'a pas été viré, donc ça veut dire qu'il fait un très bon travail. Bon, bien sûr. Bon, et puis, donc, je passe, donc, les idées, c'est juste, comment dirais-je, elles sont elles-mêmes, donc, j'ai pas organisé. D'abord, donc, j'ai retenu deux mots, évaluation et alternance. Évaluation et alternance. Pour qu'il puisse y avoir alternance, il faut forcément qu'il y ait évaluation. Et l'évaluation, donc, tout le monde ici présent, c'est qu'il y a pratiquement deux, donc au départ et à la fin. Au départ, donc, il faudrait donc un Parlement qui évalue effectivement donc, les politiques qui sont présentées, parce qu'on sait qu'il y a donc un seul gouvernement, ou un Premier ministre qui présente donc, à chaque fois qu'il y a donc, un nouveau gouvernement, il va donc au Parlement et il présente. Ce n'est pas le cas depuis des années, ça ne sera sûrement pas le cas donc, à la prochaine. Et puis donc, il y a une évaluation donc, a posteriori qui va se faire à la fin. Et ça, on n'en fait pas non plus, même s'il y a eu donc une certaine volonté donc, à un moment donné, par la création du CNES, qui date pratiquement donc, de 20 années. Mais le bon travail a été dû et le mauvais travail, à mon sens, reste toujours de mise et reste valable, donc il est né. Et je dirais que donc, le véritable travail, c'est là, parce que là, je suis donc vraiment, comment dirais-je, ébloui par toutes les techniques, mais ça reste donc avant tout un aspect de système, on va dire, de régime. Voilà, voilà c'est tout. Je vous remercie. On va demander aux panélistes et des cadres de façon générale. Vous savez, aujourd'hui, le système tel qu'il fonctionne, c'est un système c'est un système dans une logique linéaire. C'est-à-dire, au sommet, le gouvernement a des ramifications sur le territoire, mais ce sont des ramifications de type administratif. Nous avons le ministère, la direction de l'éducation, ou les universités, les conférences régionales, les daïras, les communes, etc. Donc toutes ces institutions sont de même nature. Ils disent la même chose. Et ils sont dans une relation hiérarchique. Donc il n'y a pas de débat. Ce sont des courroies de transmission des instructions. Ça, c'est le premier constat. Que l'on soit dans l'éducation, la formation professionnelle, dans l'enseignement supérieur, nous avons ce schéma linéaire, j'allais dire, ignoble. Aussi bien dans l'affectation des ressources que dans la définition des objectifs. C'est un système qui n'écoute pas, c'est un système qui transmet et qui attend l'exécution. Ensuite, nous avons des institutions virtuelles sur le territoire. Nous avons des chambres de commerce, nous avons des chambres de métiers, nous avons des associations patronales, nous avons des associations, des syndicats, etc. Mais qui, lorsqu'on regarde leur fonctionnement, leur logique, leur rationalité, ils n'ont aucune emprise sur la réalité. Alors, changer, transformer ce système, c'est transformer son fonctionnement. Sinon, ça ne sert à rien de dire on va participer ensemble à la définition du programme de l'école primaire ou du secondaire, etc. Bon, ça ne va pas changer grand-chose. Moi, je dis, je pense que la question centrale, c'est celle de la gouvernance. Je m'explique. Pour parler de la gouvernance, il faut se fixer des objectifs, parce qu'il n'y a pas une gouvernance universelle. Une gouvernance, c'est pas par rapport à des objectifs qu'on définira. Pour l'université, former des jeunes capables d'avoir une employabilité, une qualification, capables de trouver un emploi. C'est ça l'objectif, le premier objectif. Le deuxième, allouer des ressources publiques en fonction de ces objectifs, et non pas dire que nous avons des budgets par plusieurs milliards, mais qui n'arrivent pas à la cible. Et troisièmement, assurer une équité dans cette allocation des ressources et une transparence. C'est ça la gouvernance finalement. Alors, si on doit transformer la gouvernance, c'est d'impliquer les parties prenantes. Et là, ça change d'un secteur à un autre. Si au sein de l'université, nous voulons former des gens capables de trouver un emploi, ayant des compétences pour exercer un métier,
la partie prenante, c'est l'entreprise. Or, l'entreprise aujourd'hui, avec l'université, n'a aucun contact. Et la gouvernance, c'est de mettre l'entreprise au sein de l'université. C'est-à-dire que dans les conseils d'administration, dans les conseils scientifiques, dans les conseils d'orientation, il faut qu'on ait des représentants d'entreprise. Il n'y a aucun texte qui le dit. Deuxièmement, il ne faut pas voir que du côté de l'administration. Est-ce que les entreprises aujourd'hui sont prêtes pour venir, mais pas venir pour envoyer le chef du personnel qui est lui-même illettré? Nous avons eu ces cas. Donc, est-ce que l'entreprise est consciente pour nous envoyer dans un conseil d'administration le directeur de la production qui est ingénieur d'une grande école, capable d'avoir une vision sur l'évolution de son entreprise, mais pas le chef du personnel. Parce que quand l'université écrit, l'enseignement supérieur écrit un courrier à une entreprise, le premier réflexe, c'est le responsable de la formation. Bac-5. Alors, si on veut prendre en charge ces problèmes, il faut que les deux parties se mettent d'accord. Mais sinon, on va rester dans le conformisme. Nous avons les représentants des entreprises. Mais quels représentants? Il a pris toutes vos minutes. Hein. Oh, excusez-moi, je m'arrête alors. Il y a plein de choses. Alors, Oui. Madame. Oui, alors je veux toujours rebondir sur justement la réforme et la politique éducative. Alors, réformer, c'est d'abord former. Former les porteurs du projet pour qu'ils puissent le démultiplier. Sans les enseignants, il n'y a pas de réforme d'éducation, c'est impossible. Pour moi, c'est un point vraiment fondamental. Ensuite, la réforme de l'éducation, ce n'est pas le relooking des salles de classe ou des lycées ou les tableaux blancs, etc. C'est vraiment la réforme des outils de l'apprentissage. Et jusqu'à présent, les enseignants qui devraient porter cette réforme ne savent pas exactement ce qu'ils font au sein de leurs écoles. Ça veut dire, là, quelqu'un parlait de l'approche par compétence pour me proposer autre chose. Les enseignants ne sont pas du tout impliqués dans cette façon de faire. Ensuite, je voudrais rebondir par rapport à monsieur. Moi, c'est vrai que je n'ai pas de problème avec les langues. Il n'y a pas du tout de problème. Ce n'est pas un problème d'arabe ou de français. Là, c'est des concepts et les enfants peuvent facilement adhérer à des concepts. Ce qui est fondamental dans les écoles, c'est pas que je l'apprenne en langue française ou en langue arabe, c'est qu'est-ce que j'apprends exactement. Et tout à l'heure, je vous ai dit, l'école dessine des profils et ces profils posent problème. Moi, un enfant qui ne sait que annoncer des choses, ça me pose problème. Parce qu'en fin de compte, dans les outils d'apprentissage qu'on me met au sein de mon école, il y a problème. Mais ce n'est pas la langue qui pose problème. Moi, vous me donnez 5 heures d'anglais ou de français ou d'arabe, je peux en faire des individus. Et là, je vous parle du terrain. Et ce qu'on me donne dans les contenus pose problème. Parce que je dois fignoler un programme, je dois arriver avec cet enfant qui passe, soit la 6e, soit le brevet, je dois fignoler le programme, pardon. Il doit passer des examens et en fin de compte, je ne l'ai pas très bien formé parce que je me suis éparpillée à lui apprendre plein de choses qui n'ont pas, en fin de compte, formé le profil qui serait le profil de la réflexion. J'ai dit tout à l'heure que je suis face à des individus nouveaux. Ils ne sont pas plus bêtes, non. Du tout, bien au contraire. Mon élève ne me ressemble pas. Il maîtrise les tisses comme pas possible. Et quand vous l'évaluez, ça ne marche pas. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas dans les contenus. Et je rebondis encore pour la troisième fois. Les manuels scolaires sont magnifiques, monsieur. Le livre de mathématiques du CP, ça veut dire c'est exactement le livre de mathématiques français. Mais il y a problème. Il y a problème dans la façon de faire à l'intérieur de la classe. Et c'est pour ça que je dis, former les enseignants, ça c'est capital. Merci. Moi, parce que... 60 secondes. Oui, 60 secondes, parce que cette articulation entre la formation et le monde de l'économie, elle doit bien sûr entrer dans une vision globale qui intègre tous les volets que Nebni veut aujourd'hui traiter. Et il faudrait le sortir du débat élitaire. Même si le débat élitaire est nécessaire pour donner des inputs, il faut absolument qu'au niveau du terrain, c'est-à-dire dans les communes, les villes, il y ait cette implication. Et d'abord, pour qu'il y ait implication, il faut que les gens comprennent, les enseignants comprennent où on va. Qu'est-ce qu'on veut leur proposer? Bien sûr, en disant que aujourd'hui, si on regarde l'expérience des 50 dernières années, on a été par exemple parmi les premiers dans le GML. L'Algérie a été première dans tout ce qui est
gaz et industrie du GNL. On est incapable aujourd'hui de faire fonctionner, de rénover nos équipements. Ce n'est pas l'argent qui a manqué, ce n'est pas les compétences qui ont manqué, mais c'est cette capacité à accumuler et à se projeter. Voilà, merci. Professeur. J'essaie de rebondir sur votre question à propos de la mémorisation. Actuellement, on fait fi pratiquement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le premier paradigme, c'est apprendre aux enfants à apprendre. Ils ont les moyens de le faire. On avait lancé, Ali avait parlé des faits d'annonce, l'opération Ousratik ou autre. Les enfants maintenant sont en avance par rapport à leurs parents et malheureusement en avance par rapport à leurs maîtres. Nous avions proposé dans le temps, à l'école, le premier équipement devait être destiné à la salle des maîtres, à la salle des professeurs, pour qu'ils puissent améliorer le contenu, éventuellement à le présenter d'une façon classique, mais il est à jour. Ensuite, on progresse pour aller faire un enseignement beaucoup plus moderne et les enfants auraient la possibilité pour alléger les livres d'enregistrer le cours ou autre. Ça, c'est le premier point. La mémorisation, on peut y porter remède. Il y a des moyens. Et depuis le temps que j'entends, et je lis dans la presse que l'ensemble des écoles algériennes sont informatisées, Internet est présent partout. Alors, où est la réalité? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à propos des langues, je réagis. Les langues, je prends un exemple, le Liban. Au Liban, à l'âge du bac, ils sont trilingues. Arabe, français, anglais. Et à ce moment-là, à l'université, ils suivent les cours en fonction du prof. Le professeur peut s'exprimer. L'essentiel, c'est qu'il soit compétent. Il peut s'exprimer en arabe, en français ou en anglais. Ça, c'est important. Pour vous faire sourire, je discute avec quelques Algériens comme ça. À propos des langues, il y en a un qui m'a dit, moi j'apprends l'anglais pour être exportable. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, ensuite, la formation. C'est bien de former, de bien former. C'est encore mieux de garder. Il faut garder ce qu'on forme. Et comment? Leur donner des salaires décents pour qu'ils puissent vivre de leur travail. C'est humain, c'est légitime. Le deuxième point, leur donner toutes les perspectives d'épanouissement sur le plan intellectuel. Sinon, ils vont chercher ailleurs. Dans votre rapport, il y avait la situation de l'étudiant, ses conditions de vie. C'est extrêmement important. Je vous assure, quand j'enseignais, j'ai eu à donner de l'argent à certains étudiants parce que je voyais qu'ils étaient très bons et puis tout d'un coup, leur niveau chute. Je me suis inquiété, je demande, ils ne pouvaient pas manger. Ils donnaient une bonne partie de sa bourse à ses parents. Alors, on doit étudier ces possibilités. Il y a les bourses, c'est important, il faut qu'elles soient décentes pour permettre de vivre. Il y a des pré-salaires et on retrouve la relation avec l'entreprise. L'entreprise pourrait recruter en cours de formation, surtout si on met en place cette alternance. Et le troisième point qui existait dans le temps, qui existe aux États-Unis, c'est les prêts d'honneur. On peut prêter à des étudiants de l'argent pour vivre. S'il faut 10 000 dinars à un étudiant pour vivre, on lui prête les 10 000 dinars par mois. On ne lui donne pas la bourse de 2 000 dinars. Oui, ça c'est extrêmement important. L'autre point, c'était juste pour réagir à la personne, le collègue qui a dit que le ministre de l'Éducation nationale avait fait certainement un bon travail puisqu'on ne l'a pas gardé. On le garde encore, je veux dire. Maintenant, je pose la question, j'entends toujours parler de grands ministères. Est-on sûr d'avoir de grands ministres? Merci. J'ai envie de solliciter l'intervention du Dr Ahmed Belbitour. S'il a envie de réagir. Merci. J'ai quelques observations sur le contenu du rapport. Vous avez rappelé les objectifs du système d'enseignement algérien qui ont été définis en 1965 et corrigés et confirmés dans la charte nationale de 1976. Et donc, vous avez parlé de la nationalisation, la démocratisation de l'accès au savoir, le monopole sur la fourniture des services et des moyens et la centralisation de la gouvernance. Donc je pense qu'il est nécessaire de mettre un chapitre pour dire quel sens de ceux de ces instruments sont encore valables, ceux qui ne le sont plus, pour qu'on puisse savoir sur quoi on va construire dans l'avenir. Ça, c'est le premier élément que je voulais faire. Le deuxième, vous avez parlé du redoublement. Et là aussi, je pense qu'il faut un chapitre pour définir le baccalauréat. Le baccalauréat est-il un diplôme de fin d'études secondaires
ou est-il un examen d'accès à l'université? Je pense qu'il faut définir cela. À partir du moment où on l'a défini comme ça donnerait des éléments aussi bien pour la réforme de l'enseignement secondaire que pour la réforme de l'enseignement supérieur. Vous avez parlé aussi de l'évaluation. Et là également, même lorsqu'on a les statistiques, quelle est la valeur de ces statistiques? Nous avons eu des cas où des wilayas ont été classés avant-dernière fait l'examen du baccalauréat une année et deuxième l'année suivante. Nous avons le cas d'écoles qui ont fait des examens d'entrée. Ils ont pris seulement les étudiants qui avaient plus de 15 de moyenne au baccalauréat. Ils ont pris 1200 pour 120 places et la première note était de 11 avec un examen du niveau du bac, pas plus. Et la deuxième de 7 et le reste moins de 5. Donc là aussi, il faut regarder. Nous avons chaque année des milliers d'élèves qui réussissent le bac avec mention très bien et des dizaines de milliers qui le réussissent avec mention bien. La question qui se pose, nous n'avons pas tellement d'élèves dans des grandes écoles à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a énormément de choses. Bon, on a parlé aussi des classes prépa. Aussi, on dit qu'on a mis en place des classes prépa. On n'a pas du tout mis en place des classes prépa. On a mis en place le LMD. Il faut bien comprendre que pour l'étudiant, pour lui, L, ça veut dire la 6e. M, ça veut dire le brevet. Et D, ça veut dire le baccalauréat. Lui, quand il rentre dans ce programme, il pense qu'en faisant la licence, il va passer à la maîtrise et ensuite il va passer au doctorat. Il n'a pas compris que cette réforme était venue dans des pays où la licence devait mener vers la qualification sur le marché du travail. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui ne permettraient pas de faire l'évaluation quantitative, il faut la regarder de façon beaucoup plus qualitative. Le troisième élément que je voudrais faire observer, le quatrième, c'est la transition démographique. Nous avons connu au début de l'année 2000 une transition démographique importante puisque l'effectif de 0 à 15 ans devait se stabiliser pratiquement et celui de 16 à 59 ans devait augmenter à 3,7%. Nous avons déjà perdu une décennie, on n'en a pas profité. Je pense que le professeur avait dit que c'est déjà remis en cause pour ce qui est des 0-15 ans. Il faut garder à l'esprit aussi que l'étudiant qui rentre aussi à l'école sera opérationnel dans 15 ans. Donc en parlant de réforme, on parle de quelque chose sur le long terme. Alors le problème qui se pose, comment va-t-on faire avec cette réforme de l'éducation? Si on a un répit dans le primaire, on va avoir de très sérieux problèmes dans le secondaire et le supérieur. Et ceci m'amène à parler du financement. Comment vous allez financer ces réformes-là? Parce que nous avions, nous, dans le passé, la G a eu dans le passé ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire que consacrer les dépenses ordinaires pour financer, les recettes ordinaires pour financer les dépenses ordinaires. Or, depuis quelques années, on met une grande partie de la fiscalité pétrolière pour financer les dépenses ordinaires. Ce qui fait que si vous voulez faire une réforme en tenant compte aussi de l'autre volet économique, comment vous allez sortir de la dépendance des hydrocarbures pour financer les réformes? Donc il y a là un très très sérieux problème qu'il faut garder à l'esprit. Un autre élément qui, à mon avis, qui n'a pas pris la place qu'il faut, c'est justement les instruments d'éthique comme moyen de réformer. Vous avez l'expérience des Chinois, comment ça va maintenant, vous savez très bien, l'éthique permet des améliorations extraordinaires pour pouvoir réformer l'éducation. Et aussi la notion de corporate university, je n'ai pas vu d'éléments là-dessus, donc je pense qu'il faut consacrer un chapitre de ça. Et je voudrais terminer juste pour dire que vraiment le temps des réformes est déjà largement dépassé. Nous ne sommes plus capables de faire des réformes. C'est tout le système de gouvernance nationale qu'il faut changer et non pas seulement la réforme de l'éducation. C'est sûr, c'est l'ensemble. Merci. Je suis économiste, je suis conseiller au Forum des chefs d'entreprise. Je remercie bien sûr cette initiative tous les commentaires qui ont été faits sur ce dossier. Je pense que le dossier, de manière générale, contient énormément de points extrêmement riches. Je voudrais pas faire deux commentaires, un sur le bilan et le deuxième sur cette question de gouvernance. D'abord sur le bilan, quand on regarde l'économie, il y a ces données démographiques qui sont extrêmement importantes. Ça vient d'être abordé, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Je voudrais juste insister sur quelque chose, qui est le fait que ça a été dit, il y a 1,3 million d'étudiants dans le cycle aujourd'hui. On doit avoir à peu près entre 200 et 250 000
diplômés, donc ils doivent sortir chaque année. Les capacités de création d'emplois pour répondre à ce type de... pour prendre en charge ces 200 à 250 000, il faudrait pouvoir créer dans les 500 à 600 000 emplois chaque année dans le système économique national. Nous sommes loin de ça. Et cette simple donnée, c'est une bombe, en réalité, sur laquelle notre pays est assis. Parce que former quelqu'un pendant une vingtaine d'années, avec au bout un diplôme, et puis au bout l'employabilité est problématique, ça pose un problème politique de premier plan. Et je vous signale, ça c'est une information que je donne, il y a un rapport qui vient d'être publié par l'expert du FMI sur l'emploi en Algérie. Une des choses qu'il met en exergue, c'est le fait que ceux qui ont le plus de difficultés à obtenir un emploi aujourd'hui, c'est les gens les plus diplômés. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, il est plus facile d'obtenir un emploi quand on est sous-qualifié que pour ceux qui sont le plus qualifiés. Et ça pose un problème économique de première importance. Le second élément, c'est un peu pour ce qui concerne cette question de la gouvernance. J'ai envie de dire aux initiateurs un peu de ce dossier plutôt que c'est bien les 9 chantiers là, qui ont été abordés, mais je pense qu'il y a une réflexion à faire sur qu'est-ce qui est prioritaire en réalité dans ces 9 chantiers. À la limite, par où il faudrait commencer, parce qu'on ne peut pas tout mener de front. Il faut bien insister sur ce qui fondamentalement serait quelque chose qui nous ferait passer à une étape ultérieure. Je pense qu'il y a 3 indications, c'est-à-dire sur lesquelles il faut réfléchir. La première, c'est cette idée d'autonomie. Je vous signale que c'est des choses qui étaient discutées déjà il y a une vingtaine d'années de ça. On a discuté un peu à un moment donné cette question d'autonomie. Immédiatement, pour des raisons politiques, etc., le débat s'est étouffé tout de suite. Et pourquoi? Parce que cette question d'autonomie est beaucoup plus complexe qu'on ne pense. Parce qu'elle implique une autre façon de regarder le financement de l'université. Elle implique une autre façon. Qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie au niveau d'un établissement qui est soutenu par le budget de l'État? Est-ce qu'on fait contribuer ceux qui peuvent payer, ceux qui peuvent contribuer? Et ça, c'est un dossier. En général, on n'aime pas beaucoup l'aborder. Le deuxième élément, c'est sur l'innovation. Il y a effectivement un effort de recherche, en tout cas en termes financiers, qui est extrêmement important. Mais j'observe par exemple qu'il y a très peu de choses qui sont faites sur les institutions de l'innovation. Est-ce que combien de gens dans cette université ont un lien avec l'institut majeur en matière d'innovation, qui est l'Institut de la propriété industrielle? Il existe, on a un institut de la propriété industrielle qui existe dans notre pays depuis 1962, c'est un héritage de la colonisation. Cet outil, il est ignoré même par le ministère de l'Industrie lui-même. Alors maintenant, la passerelle avec l'université, quelque chose sur lequel je n'ai pas vu jusqu'à aujourd'hui de réflexion qui a été apportée. À mon avis, c'est un point sur lequel il faudra regarder avec beaucoup d'attention. Un troisième point, je vais terminer avec ça, c'est cette question de la liaison avec l'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui sont dites à ce niveau-là, mais je peux vous dire la chose suivante. J'ai travaillé dans le secteur pharmaceutique. Dans le secteur pharmaceutique, il y a une dizaine d'entreprises de moyenne importance, en tout cas, qui font quoi? Elles font du générique, bien entendu. Et bien sûr, pour faire du générique en Algérie, je suis dans une entreprise dans laquelle on a fait 80 génériques. Tout l'effort en termes de formation, en termes scientifiques, etc., est fait directement au niveau de l'entreprise. Alors qu'il y a des budgets qui sont immenses, qui sont consacrés dans l'université. Maintenant, la passerelle, surtout en termes de financement, la passerelle n'existe pas. Il faut trouver des ressorts et des institutions et une autre façon d'aborder cette question que
que celle qu'on a jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement des budgets qui sont orientés dans une direction, et puis il y a des contraintes que vivent les entreprises auxquelles elles doivent trouver des solutions. Alors ça, je pense qu'il y a une déperdition qui est extrêmement importante. Je vous remercie. Commentaire, c'est dommage, ce genre de choses devrait être dans des ateliers, etc. Moi, je pose une question. Dans le rapport de Nebni et dans les interventions des experts, j'ai noté, j'en ai conclu qu'il faut rester dans le système. C'est-à-dire, on fait des réformes, mais on reste dans le système. C'est un point de vue tout à fait personnel. Hein. Par contre, on souhaiterait sortir du système, des ruptures audacieuses. Par exemple, je n'ai pas vu dans votre rapport, on n'a pas parlé de l'université privée. De l'université privée horizon 2020. C'est tout à fait un point de vue personnel. En 2004, on a parlé, le ministère de l'Éducation a parlé de lycée d'excellence. Je ne sais pas s'il y a des experts qui s'en souviennent ici. De 2004, des lycées d'excellence, 3 lycées à l'échelle nationale, où les petits génies vont être réunis. Et puis tout à coup, on a tendu le coup en 2004. Cette idée, combien. La deuxième question, dans le rapport à l'avenir, on aurait aimé avoir un recensement sur les élites qui quittent le pays. Le jus de nos universités qui quittent le pays, combien sont-ils? Si on pense à former de bons éléments qui vont se retrouver dans la Silicon Valley ou à Dubaï ou à Doha, dans le rapport d'avenir, j'aurais aimé avoir pourquoi ils quittent. Et si on pense à en former, ils vont ensuite quitter, il faut se poser la question tout de suite. Merci beaucoup. Comme on l'avait signalé au début, la gouvernance est clé. Déjà dans le rapport 2012, on avait souligné ça, que c'était vraiment fondamental. Donc plutôt que dans chaque thème en parler, on a décidé d'en faire un thème à part. Et dans ce thème, on retrouvera des choses sur l'éducation, l'implication des acteurs, etc. C'est des choses fondamentales qu'on proposera globalement dans ce chantier-là. Juste tout à l'heure, on avait dit, un intervenant avait dit que c'était des idées parachutées. En fait, non. Justement, on fait cette séance pour discuter. Il n'y a pas de parachutage du tout de ce qu'on fait. Ensuite, sur les universités privées, on a quelque chose dans le rapport sur le financement, l'aide au développement du secteur privé dans l'enseignement, mais on le cible sur l'enseignement professionnel et l'université et les écoles. Donc on a ce volet-là. Quelle était la... Prends le temps d'y réfléchir. Ouais, d'accord. J'ai oublié une question. Mesdames et messieurs, je remercie chaque vie EDP. Je vous remercie pour la présentation du programme. Mais ce que je voudrais dire, moi, c'est quelle est votre action sur les acteurs qui doivent faire le changement? Parce que celui qui subit ne fait que subir. C'est un consommateur. Quelquefois, il consomme ce qu'on lui donne, ce qu'on lui offre. Mais que faites-vous pour, justement, agir sur les acteurs de ces réformes? Première question. Deuxième question, la dame a parlé de mémoire. En mémoire, on utilise les élèves beaucoup plus à mémoriser des connaissances qu'à réfléchir sur le moyen de connaître ou bien d'apprendre ou bien d'arriver du point de départ vers quelque chose. Parce que si on commence, on doit finir. Vous l'avez dit d'ailleurs. Voilà un peu pour ne pas tarder. Et je vous remercie. Merci. Je suis architecte.
consacrer pour chaque sous-agriculteur à partir de la quantité, c'est-à-dire on a essayé de diffuser le même système, la même culture de l'éducation par rapport à tout le territoire national. Pourquoi pas spécifier et individualiser chaque sous-agriculteur à partir des enseignements, des enseignements du passé, pour ne pas faire table rase et pour ne pas appeler au changement radical. Voilà. Et tirer les enseignements pour en produire un système éducatif. Pour chaque sous-agriculteur, on a déjà des mécanismes qui sont les académies au niveau de chaque wilaya. Et à partir de là, et à partir de là, proposer une culture de l'éducation qui fédérerait toutes ces sous-agriculteurs. Merci. Merci. 30 secondes. Oui. Abdelkrim, oui. C'est gentil. Je vais vous livrer un petit peu les réflexions qu'on s'est faites au cours de ce temps. Tout d'abord, merci pour la présentation. Vous avez effectivement fait l'état des lieux et de tous les écueils qui freinent en quelque sorte le renouvellement du système. Mais pour être pragmatique, je crois que maintenant il serait bon de se fixer un certain nombre d'éléments qui entreraient dans une stratégie. Et pour ça, il me semble que pour faire avancer un peu le problème, à la fois de l'éducation, de la formation, de l'alternance, comme vous l'avez dit si bien, du financement par les entreprises, il faudrait arriver à une stratégie. Et moi, j'ai mis quelques points pour réfléchir ensemble. Il y a d'abord peut-être, une fois qu'on a balayé un petit peu ces difficultés, et je ne les sous-estime pas, elles sont de taille, c'est que vous devez fixer des objectifs prioritaires pour pouvoir améliorer, je dis bien améliorer, vous n'allez pas atteindre immédiatement les résultats que vous escomptez, mais améliorer. Le choix aussi des voies et moyens que vous devez faire. Troisièmement, un plan d'action, qui est un plan d'action par objectif et qui incombera un certain nombre d'opérateurs impliqués. Il n'y a pas que l'administration. Vous avez les entreprises, vous avez également les partenaires sociaux, les partenaires qui entendent par là, les syndicats, qui sont représentatifs des travailleurs et qui peuvent vous ramener un certain nombre d'éléments d'appréciation. Ensuite, vous avez un programme d'investissement qui doit arriver, qui doit découler de ce qui précède. Et le plus important après, une fois qu'on a monté tout ce système, ce sont les moyens, les mécanismes de suivi et d'évaluation. Parce qu'il vous faut à un moment donné apporter des correctifs. Et ces correctifs, vous ne pouvez les avoir qu'à partir des évaluations. Voilà, je pense, ce qui me semble comme un peu un itinéraire qu'il faudrait suivre après les prérequis auxquels vous devez faire face. La dernière chose que je voudrais insister pour qu'on ait un peu les pieds, parce que vous les avez sur terre, bien entendu, mais on a tendance des fois à voir très haut et à perdre le sol. Nous avons besoin, pour l'économie, parce que tout ce que nous faisons, ça doit être pris dans un concept d'évolution, de développement de l'économie. C'est un des facteurs de l'économie et disons le facteur le plus important. C'est les ressources humaines. Ce n'est pas les machines, ce ne sont pas les investissements, les capitaux, mais c'est la formation et l'éducation et la formation. C'était, juste un mot, je termine, c'était simplement pour dire que, et je rebondis sur ce que dit le docteur, c'est que nous avons besoin pour cette économie de la formation intermédiaire. C'est bien d'avoir effectivement de la recherche, c'est important. N'oublions pas la formation intermédiaire. Celui qui va réparer les tensiomètres, comme vous avez dit. Et Dieu sait si on en a besoin dans toutes les branches de l'économie. Voilà, le temps est imparti. Je voudrais développer plus. Sur le site, sur la page Facebook depuis 2012, en arabe, en français. Alors, une conclusion de 30 secondes chacun. 30 secondes. Là je vais... Ce n'est pas une conclusion, je voudrais juste un peu répondre à notre collègue. Pour dire sortir du système. Moi, ce que je vous ai proposé, c'est effectivement de sortir du système pour ce qui concerne les relations université-entreprise. Dans la mesure où j'ai parlé dès le début d'une université ou d'une école des métiers,
où l'autonomie de ces écoles permettra une collaboration très intime avec l'entreprise dans l'élaboration, le choix des métiers, l'élaboration des programmes, la pédagogie où des gens de l'entreprise peuvent enseigner, l'évaluation, le recrutement et l'innovation. Donc on est bien sorti du système. Merci. Ali, dernier mot. Oui, moi je voulais rebondir sur ce qu'avait dit notre ami l'agronome tout à l'heure à propos de l'inclusion de la diaspora dans tout ce qui se fait chez nous. Oui, rapidement. En fait, on a des idées contraires en ce qui concerne la diaspora chez nous. D'un côté, on dit on en a besoin, ça c'est le discours politique. On en a besoin, on en a besoin. Mais en fait, quand cette diaspora vient ou essaye de venir ou essaye de s'installer, c'est tout le contraire qu'elle remarque sur le terrain. Ça, c'est la réalité. L'autre idée contraire, c'est que chez nous, et on le voit à travers la presse, on donne l'impression que l'universitaire diplômé, on a beaucoup parlé de diplômé, on a beaucoup, paraît-il, ce diplômé, quand il est en Algérie, en fait, on n'en a pas besoin, il est moins que rien, mais tout d'un coup, quand il part à l'étranger, il devient une sommité, il devient une lumière. Et c'est une idée préconçue qui est malheureuse, parce qu'en fait, c'est pas la réalité dans les faits. C'est que tous nos diplômés, là où ils sont très bons. Mais la presse, et puis il y a une certaine façon de voir les choses, fait que lorsqu'il part, hop, ça devient autre chose. C'est vrai que quelque part, nul n'est prophète dans son pays. C'est peut-être cette idée-là qui continue. Merci. Oui, à quel niveau se situerait le déclic? C'est bien beau de faire tout ça, mais à quel niveau pour enclencher ce type de réflexion, ce type de proposition, etc. C'est vraiment, je pense que il faut réfléchir sérieusement. À creuser. Ouais. Moi, mon sentiment, c'est que... Le big pool, toi. C'est que en tant que société, hein, nous avons que ce que nous faisons, c'est-à-dire c'est un retour. Les gens, je le disais sous forme de boutade ce matin, généralement à l'école, il y a 3 moments d'inquiétude des parents. C'est le premier bulletin du premier trimestre, le deuxième, et lorsqu'à l'examen, alors là c'est le push, tout le monde s'implique. Et je pense que notre système éducatif, avec les ressources que nous avons, avec les perspectives que la dernière séance nous a été tracée, qu'il y a un potentiel qui peut être mis en œuvre, on peut espérer avoir l'Algérie peut être, disons, un pays qui compte dans le concert des nations. Il faut vraiment que les acteurs s'impliquent et s'impliquent à la base. Ce qu'il faut, c'est un processus de communication. Cette relation entre l'université et l'entreprise, le centre de formation et l'entreprise ou l'économie de manière générale, ce n'est pas quelque chose de spontané. Et je pense qu'il faut injecter de la connaissance, solliciter les gens qui connaissent à la fois le secteur éducatif et l'entreprise pour construire ces liaisons dans une vision gagnant-gagnant. Et merci. Merci, Mola. Alors, 2 mots. 15 secondes. Je pense que l'école ne peut pas être perçue comme uniquement l'affaire d'un ministère. Je pense que c'est la conclusion. Et par expérience, je peux vous dire que n'attendez rien d'un ministère pour réformer l'école. C'est une affaire de toute la société. Et je pense là aujourd'hui, il faut que la société s'implique. Nebni, on est un exemple d'implication d'une partie de la société. Et ce n'est qu'avec ça qu'on peut changer. Mais attendre que le ministère impulse une réforme, je pense que c'est vraiment se tromper d'adresse. Merci aussi. C'est vrai que les acteurs qui seront porteurs du projet demain, il faut à tout prix les impliquer et le plus vite possible. Sans les acteurs, il ne peut pas y avoir de réforme. Et je disais tout à l'heure, les acteurs, ce sont d'abord les enseignants, les élèves. Là, on met l'élève au cœur de ses apprentissages, mais honnêtement, il est vraiment en dehors pour l'instant. Impliquer la famille éducative, c'est quelque chose qui pourrait faire avancer la réforme de ce pays. La réforme n'est pas un relooking. La réforme est d'abord la formation des enseignants. Voilà mon mot et mon dernier mot. Merci. On va demander à Zoubir de dire juste au revoir. Zoubir est l'auteur d'un essai qui s'appelle Algérie, l'impasse, publié Sud. Qui est là, il y a quelques exemplaires qui restent pour ceux qui sont intéressés.
Merci. Juste pour vous dire, la semaine prochaine, on va se déplacer chez nos amis à Mostaganem pour débattre un peu du rôle de la société civile dans le développement d'une ville, d'une cité. On va essayer de raisonner à l'échelle locale. Et le 16, c'est ça, Amina, on va se retrouver ici pour parler de santé et Dr Benajnou sera là. Moi, je voulais vous remercier d'avoir participé, d'avoir donné votre contribution qui était importante. Du coup, je vais conclure en répondant aux deux questions auxquelles je n'ai pas répondu. La première, c'est sur le fait qu'on forme des gens qui partent à l'étranger. Vous savez que les Chinois, ils ont totalement changé de point de vue après il y a eu le printemps Pékin. Là, les étudiants, c'était les ennemis, donc on les partez, on ne veut pas de vous ici. Ensuite, ils se sont dit, ah mince, pour se développer, on a besoin de compétences. Donc, ils ont incité au retour, mais après, ils se sont dit, ah non, parce que s'ils reviennent, ils vont être coupés du savoir technologique. Non, alors je ne vais pas les inciter à revenir totalement, je vais leur permettre de revenir de temps en temps, de manière à ne pas être coupés du savoir. Et quand on a décidé de couper les bourses en Algérie, parce qu'on pensait que c'était du coup une perte de voir les gens partir, on a fait une réflexion de court terme, alors que l'investissement en éducation, c'est du long terme. Si le retour n'est pas immédiat, il sera après. Il faut juste créer les conditions, en fait, ici, pour qu'il y ait un retour sur investissement. Le problème, il est dans le retour sur investissement, il n'est pas dans le fait d'avoir investi. Vous voyez. Et la dernière question, c'était quand vous parliez d'inscription dans le système. Le système, c'est des fonctionnements et des comportements. À partir du moment où vous décidez, et qui ont conduit au bilan auquel qu'on a présenté tout à l'heure. À partir du moment où vous proposez de changer, les réformes, c'est changer les comportements, c'est pas plus que ça, les réformes. Hein, on parle de réformes, c'est changer la façon dont les gens se comportent. Donc à partir du moment où vous faites des réformes qui changent les comportements, vous changez le système. Tout en restant dans le système. Il y a dans ce domaine.